démocratique du Congo, il n'y a pas de politique particulière d'insertion professionnelle de la jeunesse. Demander plus à l'État. Parce qu'en tout cas, ces articles sont là, ils demandent encadrement et tout ça par rapport à la jeunesse. C'est cette absence, ce vide législatif qui caractérise notre pays. Il n'y a pas de loi particulière, il n'existe pas de loi spécifique qui encadre particulièrement l'insertion professionnelle des jeunes. En République démocratique du Congo, les jeunes constituent la majeure partie de la population. Mais malheureusement, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi. Et nombreux se désorientent. Nombreux pénètrent dans le banditisme, les autres dans la prostitution et beaucoup de délits juvéniles. Mérite-t-il un encadrement très particulier? Oui, il mérite un encadrement particulier. Mais malheureusement, dans ces grands pays, la République démocratique du Congo, il n'y a pas de politique solide pour suivre et encadrer cette jeunesse qui mérite plus, qui mérite un accompagnement spécial. En décembre 2021, un élu de la province du Sud Kivu, le professeur Mastaki Namegabe Justin, a tenté de proposer quelque chose au gouvernement. Il a tenté de proposer, bien sûr, une loi pour essayer d'encadrer les jeunes, une loi pour la lutte contre le chômage. Nous avons tenté d'en parler cet avant-midi dans cette émission spéciale Entretien avec un patriote congolais qui a décidé de parcourir en détail cette loi. Messieurs et dames, je suis très honoré d'accueillir dans cette émission Maître John Safari qui nous a donné cet honneur. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur John Boussomoke, je suis heureux d'être reçu par un homonyme. Et bonjour aussi aux téléspectateurs de TV4 Congo. Et voilà. On voulait en parler aujourd'hui, c'est une question très sensible en République démocratique du Congo, vu son caractère spécial, si je peux le dire. Et vous êtes imprégné de cette situation, vous avez lu cette proposition de loi sur la lutte contre le chômage de la jeunesse en République démocratique du Congo. Pourquoi cette question vous intéresse-t-il tant? Merci à M. John. D'entrée des jeux, je m'en vais présenter mes sincères félicitations à l'honorable le professeur Justin Mastaki, l'élu de Bukavu, qui, dans sa lutte, a vu l'importance de la jeunesse dans notre pays et qui est allé très loin jusqu'à proposer cette loi dans l'ultime objet de lutter contre le chômage de la jeunesse. Voilà. Mais pourquoi cette loi nous intéresse autant? Si j'entre directement dans la préambule de la loi même, de la proposition, vous allez voir que le professeur Mastaki s'est appesanti sur 3 postulats, sur 3 hypothèses, si vous voulez, sur 3 grandes considérations. La première considération, c'est que l'importance numérique dans la démographie de la population de la République démocratique du Congo, l'importance numérique des jeunes est suffisamment considérable. C'est-à-dire, les jeunes, je vais dire la population congolaise est à 80% jeune. Malheureusement, ces jeunes qui ne sont pas encadrés se trouvent bités à des difficultés qui leur laissent entrer dans le banditisme, vous l'avez dit dans votre introduction. Les autres se font enrôler dans les groupes armés, les autres se laissent aller dans le proxénétisme, merci beaucoup. Et ainsi de suite. De Koulou, nous n'en parlons pas, on est à Kinshasa, nous connaissons ce que ça signifie. Donc c'est le tout premier aspect qui a habillé l'idée de l'honorable Mastaki en proposant cette loi. Et le deuxième postulat, parce qu'on en a parlé de 3, le deuxième c'est que en République démocratique du Congo, il n'y a pas de politique particulière d'insertion professionnelle de la jeunesse.
Donc le Congo, on ne connaît pas, nous sommes tous jeunes, nous sommes au Congo, mais nous ne connaissons pas c'est quoi cette politique d'insertion sociale de la jeunesse. C'est chaque année qu'il y a des finalistes dans des universités à la fois publiques, à la fois privées. C'est chaque année qu'il y a des diplômés d'État. C'est chaque année que l'INPP forme des jeunes dans le métier. Mais c'est quoi la politique de leur réinsertion professionnelle dans notre pays? C'est la deuxième problématique. Et la troisième problématique, M. John, c'est cette absence, ce vide législatif qui caractérise notre pays. Il n'y a pas de loi particulière, il n'existe pas de loi spécifique qui encadre particulièrement l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà au moins ce qui fait que cette loi qui vient proposer autant de choses dans le cadre de 3 postulats que je viens de citer nous intéresse autant. Et puis, n'oubliez pas, moi particulièrement, je suis jeune, n'est-ce pas? Je suis jeune et le Congo, mon pays, se doit de m'encadrer sur les plans professionnels. Mais justement, je ne sais pas, mais dans la Constitution, à son article 42 et 36, je pense, qui stipule quelque chose du genre d'encadrement de la jeunesse. Vous pensez que ce n'est pas plutôt complet pour que le professeur qui a proposé cette loi puisse entrer en profondeur encore ou demander plus à l'État? Parce qu'en tout cas, ces articles sont là, ils demandent encadrement et tout ça par rapport à la jeunesse. S'il vous plaît, M. John. Oui, nous n'ignorons pas la pertinence des articles que vous avez cités, notamment les articles de la Constitution du 18 février, tels que modifiés à ce jour. Monsieur John, je vais vous surprendre et vous dire qu'il y a même la loi, excusez-moi, il y a même la loi numéro 015 de 2002 portant Code du travail, qui est évidemment un document, qui est une loi généralisée sur le plan sur ce qui concerne le travail, c'est ce qui concerne le secteur privé, n'est-ce pas? Sur le plan professionnel. Il y a même la loi numéro 16 de 2016, de juillet 2016, sur la fonction publique. Tout ça sont des lois qui, à un certain moment, sont isolées dans certains domaines. Celle de la fonction publique ne concerne que ceux qui ont la chance, encore qu'ils sont combien, ceux qui ont la chance d'accéder à la fonction publique. Mais vous allez constater, parce que nous avons parlé du 3e postulat, le vide législatif. Vous allez constater qu'il n'existe pas en ce moment, en République démocratique du Congo, une loi particulière qui garantit, qui protège, qui favorise l'insertion professionnelle, l'accès au travail de la jeunesse. Et plus tard, je sais qu'on va y arriver. Je vais aller jusqu'à vous montrer la pertinence de cette loi. Les axes qui ont fait à ce que je m'intéresse particulièrement à cette loi. Voilà, je ne sais pas si vous me permettez d'y aller tout de suite ou comment. Oui, justement, d'ailleurs, c'est parmi les objectifs de cette émission, parce que nous aussi, nous avons lu tout petit peu cette loi et voir combien ça peut être important pour la jeunesse congolaise. Alors, dans cette loi, par exemple, on exige la suppression, par exemple, de l'expérience professionnelle comme préalable à l'embauche et en proposant même un coaching pour pallier à ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est en fait une mission impossible en exigeant une expérience professionnelle? C'est-à-dire on ne va qu'engager les jeunes bizarrement, sans expérience, pour de fonctions qui demandent quand même une certaine expérience. Monsieur John, pourquoi nous allons à l'université? Pourquoi nous étudions? N'est-ce pas? Pourquoi nous étudions? L'expérience professionnelle ne devrait pas être une condition. Malheureusement, c'est le cas chez nous. Ça ne devrait pas être une condition pour qu'un jeune diplômé accède à son emploi. C'est pourquoi la loi n'a pas, au fait, cette proposition de loi n'a pas rejeté, n'a pas ignoré cet aspect de choses. C'est pourquoi la loi a proposé le coaching, vous l'avez dit, n'est-ce pas?
le coaching, c'est-à-dire, il y a un Mbiaka, comme on le dit à Kinshasa. Ouais, c'est-à-dire quoi Mais si, Mbiaka, c'est dans les patois quinois, quelqu'un qui a fait longtemps dans la profession, dans le métier, et qui a de l'expérience, qui peut encadrer un jeune diplômé et le rendre efficace dans sa fonction. Je crois que cette condition d'expérience, comment voudriez-vous qu'on acquiert l'expérience si on n'a jamais été embauché? N'est-ce pas que c'est controversé? Donc, je parlais des particularités de cette loi, et de cette proposition, parce que ce n'est pas encore une loi. Cette proposition, cette loi, envisage en même temps l'apprentissage des métiers. Évidemment, parce que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont eu la chance d'aller à l'université. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance, parce que c'est une chance dans notre pays. Étudier dans notre pays, c'est un privilège déjà. Et ce n'est pas un secret. Alors pour cette catégorie de jeunes-là, la loi prévoit que, obligatoirement, ces jeunes doivent bénéficier des apprentissages des métiers de leur choix, ou alors des métiers orientés. Pardon, s'il vous plaît, en revenant sur cette question, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'INPP, le gouvernement essaie de faire la même chose, justement, et qu'il faut peut-être vulgariser ou doter à l'INPP plus de fonds par rapport à cette question-là d'apprentissage de métier? Parce que je pense que le gouvernement fait déjà ça. Est-ce que ce n'est pas dans les textes? Comment vous réfléchissez par rapport à ça? Monsieur John, je crois que réagissant à cette préoccupation, je vais plutôt dire que, soutenant cette loi, nous ne négligeons pas les quelques efforts du gouvernement. Nous ne les négligeons pas. Nous pensons seulement que ce n'est pas suffisant et que cette proposition de loi vient toucher à un aspect très particulier, parce que je suis en train de le souligner comme ça. C'est tellement particulier, le chômage ou alors la lutte contre le chômage de la jeunesse. C'est tellement particulier qu'il y a deux points où je voudrais insister. Regardez, monsieur John, il y a un point parmi les principaux objectifs de cette loi, la possibilité de prise en charge par l'État congolais à travers le Fonds pour la jeunesse de frais exigés aux jeunes, les jeunes diplômés, pour la passation du test ou concours d'admission temporaire ou définitive dans des ordres professionnels comme l'ordre des avocats, l'ordre des architectes, l'ordre des médecins. Monsieur John, est-ce que vous savez que un licencié, un diplômé en droit qui vient de finir à l'UNIKIN pour accéder au barreau, celui auquel j'appartiens, les plus prestigieux de la République d'ailleurs, ou même de l'Afrique centrale, celui de la Gambie par exemple. Est-ce que vous savez que, ne fût-ce que pour les tests, les jeunes diplômés doivent débourser $250 pour les tests? Ne fût-ce que pour le concours. On a vu à Matete, au barreau de Matete, il y a eu un concours il n'y a pas longtemps, $310, frais de participation au concours. Comment voulez-vous que ça soit un mécanisme pour faciliter aux jeunes d'aller dans la profession? Pas du tout. Et à ce niveau-là, on se dit bien, les barreaux ont besoin de moyens pour organiser le concours, ou alors les autres zones ont besoin de moyens, mais il y a possibilité que l'État prenne en charge ces frais-là. Voilà un peu ce que la loi est en train de proposer. Écoutez, monsieur John, et même si vous passez ces concours-là, et c'est partout, je ne parle pas seulement des barreaux, c'est partout. Dans des entreprises privées, dans des entreprises publiques, vous pouvez bien passer votre concours, mais vous n'accéderez jamais au résultat. On va juste vous dire, non monsieur, vous n'avez pas été retenu. D'ailleurs, encore qu'il faut qu'on vous informe. Sans qu'il y ait des preuves, justement. Voilà, c'est pourquoi cette proposition de loi, cette loi propose qu'il y ait droit de recours. Vous avez fait votre concours, on ne vous a pas retenu, mais qu'on vous montre quand même votre fait d'examen. Vous avez eu combien sur 10? Et les réponses, bien sûr. Les réponses, les corrigés, vous avez eu combien sur 10? Et le droit de recours, si vous pensez que non, là j'ai bien répondu et que je n'ai pas été retenu, vous avez droit de recours. Et je vous surprends.
ce que j'aime encore dans cette loi, c'est que cet aspect de pénalisation des pratiques contraires à la favorisation de l'accès au travail de jeunes. Donc, vous mettez, par exemple, à exiger 5 ans d'expérience professionnelle pour que moi j'ai du travail, moi jeune. Et vous insistez là-dessus. Je n'ai pas eu droit de recours. Je n'ai pas vu ma cotation après le test. N'est-ce pas? J'ai droit de saisir les tribunaux. Ouais. Et les contrevenants, les récidivistes seront jugés conformément à la loi. Ça, c'est une autre particularité de cette loi. Ouais. On a parlé même, la loi passe même à parler de l'encadrement de jeunes entrepreneurs. Hein? Monsieur John, d'ailleurs, je vais marteler là-dessus et vous dire que c'est peut-être un lapsus pour le professeur qui a semblé omettre cet aspect. Ouais. La plupart de nos jeunes sont dans des professions, disons dans des métiers, qu'est-ce que je vais dire, c'est quoi le terme, qui n'est pas officiel ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire des métiers non organisés, des métiers non formels, si vous me permettez le terme. Je cite quelques exemples. Regardez les Wewa. Les Wewa, les motards. C'est comme ça qu'on les appelle à Kinshasa, les taxis motards. Ces gens-là, vous savez qu'aujourd'hui, certains chiffres avancés par Top Congo, je n'ai pas peur de les citer, parlent de plus de 450 jeunes qui sont dans les taxis motos aujourd'hui. 450, c'est long. 450 000 jeunes. Voilà. Merci pour ces remarques. Non, il fallait dire aux téléspectateurs. 450 000 jeunes dans la ville de Kinshasa. C'est quoi l'encadrement que subissent ces jeunes-là? C'est quoi? Comment l'État met son nez là-dessus pour permettre à ces jeunes de vivre effectivement de ce travail qu'ils font là? N'est-ce pas? Monsieur John, à Kaluka, il y a des jeunes gens qui viennent et qui font les vernis, qui font les cirages à longueur de journée. Ils ne vivent que de ça. Alors comment vous pensez que l'État va organiser ça? Voilà, c'est pourquoi... Parce que ça, je pense que c'est un peu plus complexe. C'est pourquoi cette loi, c'est une petite lacune que je souligne pour cette proposition. J'espère que le professeur Justin Mastaki, honorable, est en train de nous suivre et va tenir compte de cet aspect-là. C'est de la majeure partie de la jeunesse qui est dans ce coin, dans cette particularité plus ou moins informelle. Les chauffeurs particuliers. Non, monsieur John, vous avez votre chauffeur, vous devez le libérer tantôt à 20h, tantôt à minuit, tantôt à 3h du matin, mais vous ne payez pas ces frais des heures supplémentaires. N'est-ce pas que ce sont des questions qui méritent aussi une réglementation? N'est-ce pas? Et les exemples sont légions. Je vais profiter de votre micro. Ouais. Je vais profiter de votre plateau. Vous l'avez. Et appeler les députés nationaux, les représentants du peuple, à soutenir massivement cette proposition. Juste. Soutenir cette proposition et voter cette loi à l'unanimité. Ça, c'est 1. 2. Je veux inciter encore plus l'honorable Mastaki, l'initiateur de la loi. Vous savez, M. John, ce ne sont pas de lois qui manquent au Congo. Et il y en a assez. Non, ce ne sont pas de lois qui nous manquent. La problématique de l'applicabilité de loi. Cette loi va évidemment être votée et nous allons nous y impliquer. Ah, vous vous engagez justement, ça nous allons nous y impliquer et nous allons plaider pour la promulgation, le vote et la promulgation de cette loi. Mais nous allons démener aussi pour son applicabilité. Et c'est un combat qui doit être permanent. Alors comment vous allez vous y prendre? Comment pour son applicabilité? Parce qu'on le sait que ça ne sera pas facile, bien sûr. Vous dites qu'il y a
en République démocratique du Congo, beaucoup de lois. C'est quand même parmi les grands pays à avoir plus de lois qui sont sur papier, mais qui ne sont pas applicables, on peut le dire. Et on pense qu'il y aura quand même des changements par rapport à ça. Comment vous allez Ça vous ne sera exprimer? jamais facile. Ouais. Ça ne sera jamais facile, il faut que j'avoue cela. Mais nous allons y aller petit à petit. Il y a des mécanismes légaux qui sont prévus. Nous allons plaider auprès des autorités, auprès de l'exécutif et on espère que, une fois cette loi votée, on espère qu'elle va permettre que les jeunes que nous sommes et ceux qui viennent après nous soient désormais encadrés dans les possibilités de leur intégration professionnelle. Alors, je voulais revenir sur ça, justement. Mais est-ce que dans cette loi, on prévoit en fait une petite discrimination positive par rapport à la jeunesse? Parce qu'on le rappelle à nos très chers téléspectateurs que l'Afrique du Sud, après l'apartheid, a organisé une sorte de discrimination positive. C'est-à-dire, par exemple, on commençait à vendre aux Noirs parce que les Noirs n'avaient rien. On commençait, par exemple, après la discrimination positive en faveur des Noirs, on est parti à la discrimination positive en faveur de femmes, c'est-à-dire on commençait à accorder plus de l'attention aux femmes, on est passé à la discrimination positive à travers les jeunes. Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette loi, on devait exiger une sorte de discrimination positive en faveur de la jeunesse? Non, mais quant à l'exonération par rapport aux activités, c'est ce qui est dans la loi. Hein? On n'a pas décortiqué toute la loi ici, M. John. Ouais. Mais il est prévu quelque part. Je n'ai pas l'article en tête. Oui, justement. Mais on va lire pour les autres. Il est prévu que quelque part, il y a un article qui prévoit que aux jeunes entrepreneurs qui mettent en place des projets d'entreprise, qui soient exonérés pour une durée de 5 ans de toute taxe, tout impôt, tout ce qui est comme taxes, impôts, je ne sais pas, tout ce qu'ils doivent payer, tout ce qui concerne la fiscalité. C'est proposé. Et ça, c'est déjà une discrimination positive. C'est pour permettre à ces jeunes qui viennent d'investir son petit moyen, son petit temps, son petit intellect, n'est-ce pas, de récupérer au moins dans les 5 ans et lui permettre d'asseoir son business, d'asseoir son entrepreneuriat. Voilà, c'est tout ça, cette loi. Au fait, nous disons, nous crions en longueur de journée, jeunesse, espoir de demain. Mais de quelle jeunesse parlons-nous? De cette jeunesse désœuvrée? De cette jeunesse désorientée? De cette jeunesse qui ne sait pas à quel sein se vouer? Même avec les diplômes, on ne sait pas où aller, on ne sait pas que faire dans mon pays. Non, nous devons nous rassurer que cette jeunesse que nous voulons, espoir de demain, soit effectivement jeunesse, espoir d'aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, nous parlons sur cette proposition de loi contre les chômages de la jeunesse en République démocratique du Congo et on décortiquait ça sur ce plateau avec Maître John Safari Bigarura qui nous a accordé son temps pour parler de cette proposition de loi qu'il a décidé de vulgariser à sa manière comme un patriote congolais, mais également qu'il a décidé de mobiliser. Vous avez décidé d'accompagner cette proposition de loi pour que ça passe au niveau de l'Assemblée nationale et puis par la sensibilisation aux excellences honorables que nous demandons d'ailleurs d'apporter soutien à cette proposition de loi. Alors, on ne peut pas finir cette émission sans parler de quelque chose de très important qu'on a vu sur les réseaux sociaux précédemment et que vous vouliez postuler comme gouverneur dans la province du Sud-Kivu. La province du Sud-Kivu, c'est la province à l'est de la République démocratique du Congo. Vous vouliez postuler. Est-ce vrai d'abord? Monsieur John, comme vous l'avez annoncé tantôt, je suis notable du Sud-Kivu. Ah oui. Je suis l'un des notables du Sud-Kivu pour avoir fait toute ma vie à Bukavu. J'ai étudié à Bukavu, école primaire, secondaire, université. Et j'ai fait toute ma vie. Une grande partie de ma carrière militaire, j'ai eu à l'exécuter à l'est du pays. Ah, vous étiez militaire aussi? Oui, c'est en passant que je l'ai dit. D'accord. Il se passe des choses dans notre province qui
qui ne peuvent pas laisser tranquille tout digne fils de cette dernière. Vous savez, M. John, on est mieux que ce soit. Et dès lors que l'envol, le développement de ma province continue à être un mystère, non, mon silence demeurerait coupable. Et c'est sur cet aspect de choses que je me base. Je me dis non. Les Congolais du Sud Kivu méritent mieux que ce qui se passe, que ce qu'il vit, que ce qu'il a aujourd'hui. Et Bukavu, pour ne citer que de Bukavu, jadis appelé Consternation. Non, je vais parler de la Suisse de l'Afrique. Ah bon, ça? Ah, mais oui, tu ne le savais pas. Je suis en train d'apprendre. Parce que c'était une ville propre, c'était une trop belle ville. Malheureusement, Bukavu n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, l'insécurité bat son plein dans la province. Maître, justement, tout ça sont des problèmes. Tu as voulu aborder ce point, mais tu ne sembles pas me laisser y aller. Non, en fait, nous sentons alors, que c'est très choquant et bon, on vous laisse quand même, on vous laisse. Alors, nous pensons qu'il est grand temps. Il est grand temps que le patriotisme, que l'amour de la province agisse pour que la province décolle définitivement. Voilà. Et si ce n'est pas vous, vous souhaiterez qui dirige la province? Non, ils sont nombreux. Nous sommes nombreux. Des patriotes, ils sont nombreux. Je ne dis pas que ce soit seulement moi. Non. Je ne le dis pas, mais je sais seulement que ce que je ressens, cet amour, c'est subjectif malheureusement, l'amour, il est subjectif. Mais je te dis que tout celui qui ne s'identifie pas déjà dans cette province, c'est comme votre maison, John Boussonnoke, dans une maison où les tôles sont en état de délabrement, et quand il y a la pluie, vous faites quoi? Vous sortez pour aller vous abriter chez le voisin? Non, monsieur John. Nous devons réparer. Nous devons construire notre province. Et ça doit être par nous-mêmes. Les mauvaises volontés de certains dirigeants qui nous ont précédés, nous déplorons cela. Alors, comme vous voulez parler justement, alors on a appris l'affaire de l'actuel gouverneur de Sud Kivu parce qu'il a été réhabilité bien sûr par la Cour constitutionnelle, monsieur le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Pour ou contre, quel est votre avis par rapport à cette réhabilitation? On a senti qu'il y a quand même il y a du bruit par rapport à cette réhabilitation. Je n'aime pas parler des personnes. Je n'aime pas parler des gens. J'aime bien parler des idées. J'ai plutôt des idées. J'ai plutôt un bon projet, un bon programme pour permettre l'envol et le développement intégral de notre province. Ngwabidje devrait sauter sur cette occasion lui offerte par la Cour constitutionnelle. Vous êtes prêt à l'accompagner peut-être? S'il te plaît, c'est une occasion en or qu'il a reçue. Il faut me laisser le ministre. Non, justement, on en parle. Je salue le travail de la Cour constitutionnelle. Le professeur Kalouba, que je respecte beaucoup, les juges, votre maître. Le président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour constitutionnelle. Je dis ceci, M. Ngwabidje devrait sauter sur cette occasion, lui donner par la Cour constitutionnelle, de sortir par la bonne et la grande porte. De sortir, c'est-à-dire? Mais oui, de poser sa démission. N'est-ce pas? Avec beaucoup d'honneur, réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais il doit être conscient, s'il te plaît, il doit être conscient que la province ne veut plus de lui. Matin, pour ne parler que d'aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe à Bukavu. C'est tout le monde qui est mobilisé. Je ne veux pas entrer dans ça. M. Ngwabidje devrait respecter la population du Sud Kivu. Devrait respecter la population, la jeunesse du Sud Kivu et déposer calmement sa démission. Maître, on le comprend, mais c'est parmi votre province, la province du Sud Kivu, c'est parmi les meilleures provinces à changer de gouverneur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un autre problème? On échangera aussi longtemps que les choses ne marcheront pas. Mais le Sud Kivu est-il si particulier
que d'autres provinces pour que Non, mais à chaque fois qu'il y ait des pourquoi changements. tu ne veux pas voir la particularité de cette province? Je la vois bien sûr. Pourquoi tu ne veux pas la voir? Est-ce que c'est là où il y a seulement des problèmes pour qu'à chaque fois qu'on change, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine mentalité qu'on doit aussi élaguer par rapport Je ne vais pas entrer sur ce terrain-là. Ouais. Nous sommes devant une situation d'un préposé de l'État qui n'a pas répondu à des attentes de sa population, moins encore à des attentes du projet du chef de l'État. Nous avons un chef de l'État qui a un plan, qui a un projet, qui a un programme. Est-ce que Théo Ngwabidje aujourd'hui peut dire qu'il a répondu aux attentes de la population du Sud Kivu? Mais quand la Cour constitutionnelle... Est-ce qu'il peut dire qu'il s'est conformé à ces slogans tant chanter le peuple d'abord? Non, mais quand la Cour constitutionnelle, maître, s'il vous plaît, quand la Cour constitutionnelle, qui est quand même l'organe que vous venez d'éventer tout à l'heure, décide, analyse, après d'ailleurs il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de passages, beaucoup de niveaux dans ces dossiers, et décide enfin, contre toute attente bien sûr pour vous, de les réhabiliter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu analyse approfondie de ces histoires et que donc Théo Ngwabidje mérite de rentrer dans sa province? Non, mais il y a eu des erreurs, peut-être des procédures quant à la présentation de la motion. Ça, ce n'est pas un problème. Donc on a fait que les droits pour les réhabiliter. Du côté droit, il n'y a pas de problème. Et je dis encore, je le souligne, c'est une aubaine que M. Ngwabidje vient de recevoir de la Cour constitutionnelle. Profites-en, M. Théo. Pour faire mieux. Non, pas pour faire mieux, non. Vous savez, il a déjà gâché. Il devrait en profiter et sortir par la grande porte. Si moi, à la place de Théo, dans la situation et justement, vous serez candidat peut-être. À sa place, la veille, le lendemain de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je dépose ma carte d'élection. Justement. Ça serait propre, ça serait honneur, très bien. ça serait de l'honneur. Et ça serait de l'honneur et du respect à la population du Sud Kivu. Nous vous remercions, maître. D'ailleurs, on le rappelle aux très chers téléspectateurs que ce n'était pas vraiment l'objet de cette émission. Dans cette émission, nous parlions sur la proposition de loi contre le chômage de la jeunesse en République démocratique du Congo. Une loi qui a été proposée par le professeur Justin Mastaki, qui d'ailleurs, on ne sait pas si on va les raconter peut-être. Je pense que nos équipes vont s'en charger pour raconter et les demander aussi les fonds, comme vous nous aviez donné des détails approfondis par rapport à cette loi que vous avez lue et vous avez même proposé des choses qu'il faut peut-être ajouter dans cette loi. Très chers téléspectateurs, nous sommes en train de vous dire merci. Les belles choses ne dire toujours pas. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission et aussi à cet invité magnifique, excellent d'ailleurs communicateur. Je viens de le découvrir aujourd'hui. Merci à vous, maître, d'avoir participé. Merci beaucoup, mais un tout dernier mot par rapport à cette proposition de loi. Je martèle et j'appelle à toute la jeunesse, j'appelle à tout le mouvement citoyen, j'appelle à tous les activistes de la société civile, à tous les députés provinciaux, nationaux et à tous les notables, je ne sais pas, à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter un petit plus pour que cette loi soit votée à l'unanimité, qui n'hésite pas, qui ne ménage d'efforts. J'appelle au bureau de l'Assemblée nationale de programmer déjà cette loi pour la session de mars qui va commencer et qu'elle soit votée. On doit finir cette émission, maître. On doit finir cette émission. C'est le souhait de toute la jeunesse. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question. Encore. Maître, si nous étions aux élections présidentielles tout à l'heure, Kabila, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, qui votera-t-il? Vous savez... Répondez s'il vous plaît par qui votera-t-il? Ils ne sont pas candidats d'abord. Non, nous mettions dans cette situation. Nous attendons 2023, n'est-ce pas? On attend le 2023. Et si les trois étaient candidats, vous voterez qui maintenant? S'il vous plaît, nous attendons 2023 et je vous donnerai une exclusivité quant à ça. Non, mais donc vous ne savez pas si les élections sont organisées maintenant, qui vous voterez? Maître, entre Kabila, je t'appelle maître, s'il vous plaît. Kabila, Tshisekedi. On ne parlait pas élection en ce moment. Mais on a parlé de la province. 2023, oui, parce qu'il y a une situation en province qui veut... Mais il y a les élections, il y a la CENI qui commence déjà. Exactement. Si en 2023, nous souhaitons beaucoup
que les élections soient effectivement organisées. Vous Et répondrez à cette question. à la veille, vous me poserez la même question Vous allez et répondre. je vous donnerai mon point de vue. Bon, nous beaucoup. respectons votre avis quant à ça, mais on a voulu cette réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un entretien patriotique avec Maître John Safari Bigarora. Merci à lui, merci à tout le monde qui va suivre cette émission ici au pays et à l'étranger. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro d'entretien patriotique. À plus.